Cette année, j'ai réussi à avoir 4 sacs Hermès, dont 2 en boutique si on compte ma commande à la carte. Et une question qui est revenue énormément, c'est Jessie, comment t'as fait? Du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils et surtout, je vais tout vous expliquer sur le Hermès Game. Avant que je t'explique en quoi consiste exactement le Hermès Game, si t'es pas familier avec ce terme, déjà je voulais vraiment m'excuser de pas avoir posté de vidéo pendant 2 semaines. En fait, à l'heure actuelle, ça se voit pas du tout parce que j'ai pris des médicaments. Je suis malade, je suis censée rester au lit. J'ai pas le Covid, j'ai un souci, je m'essouffle très vite, je suis pas censée rester debout, je suis pas censée faire trop d'activités. Donc voilà, en tout cas, je suis très contente de revenir et j'espère que cette vidéo, elle te plaira. Alors si t'as cliqué sur cette vidéo, normalement tu sais à peu près de quoi je parle, mais juste au cas où, comme je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent aussi mes vidéos juste pour le kiff en fait et juste parce qu'ils aiment bien me voir parler de ma passion, je voulais quand même expliquer genre rapidement en quoi ça consiste. Chez Hermès, comme tu le sais si tu regardes mes vidéos, c'est ultra compliqué d'avoir un sac. Le Hermès Game, en fait ça regroupe un petit peu toutes les règles qui sont implicites pour pouvoir réussir à acheter les sacs les plus iconiques de chez Hermès, le Birkin et le Kelly. Il y a toute une série d'étapes en fait qui se sont mises en place et c'est ce qui s'appelle le Hermès Game. Ce sont toutes les étapes pour pouvoir acheter un sac chez Hermès, mais aussi toutes les petites coulisses et tout ce qui se passe autour de cette marque. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, mon avis sur la politique Hermès, les rendez-vous, la soi-disant loterie et évidemment le prétendu favoritisme pour les célébrités, influenceurs et les personnes qui ont de la notoriété. Dans cette vidéo, c'est évidemment mon avis, c'est pas la vérité absolue, je travaille pas chez Hermès, donc je me base sur des choses que je pense avoir compris à force de jouer le jeu entre guillemets. Et moi, de mon expérience, comment j'ai fait justement pour pouvoir avoir mes sacs assez rapidement, enfin ça m'a mis 1 an et demi, mais une fois que j'ai eu ma commande à la carte, bizarrement tout s'est débloqué. En tout cas, aujourd'hui je vais faire mon maximum pour répondre à toutes vos interrogations par rapport à ce fameux Hermès Game. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop forcément en luxe, Hermès et tout ça, ça va vous paraître super chelou, mais la première question que la majorité des personnes qui veulent acheter un sac Hermès se posent, c'est comment le demander en boutique. Le problème c'est que les Birkin et les Kelly ne sont pas sur le site internet, donc t'es réellement obligé d'aller en boutique si tu veux un Birkin ou un Kelly. Sur le site de Hermès, t'as certains sacs qui sont en vente, c'est pas tout le temps les mêmes, il y a des roulements, mais le Birkin et le Kelly, tu es obligé d'aller en boutique pour pouvoir les acheter. C'est vrai que c'est pas si évident que ça d'obtenir le sac, tu fais pas qu'arriver en boutique et demander pour acheter un Birkin ou un Kelly. Tu les vois exposés en boutique mais ils sont derrière des vitres donc tu peux même pas les manipuler et surtout tu sais pas quels modèles sont présents en boutique si t'as pas de rendez-vous. Donc la première étape c'est vraiment comment en fait tu fais pour demander en boutique un Birkin ou un Kelly. Alors il y a plusieurs cas de figure. Tu peux avoir un cas de figure où t'as pas d'historique d'achat et où tu as un historique d'achat. Moi pour le coup j'avais un historique d'achat. L'historique d'achat je pense que tu vois ce que c'est le nombre d'achats que tu as effectué dans la boutique. Il y a un peu une règle qui est pas officielle mais qui est officieuse chez Hermès. Le mieux est ton historique d'achat, le plus de chances que tu auras de réussir à avoir un sac en fait. Je peux pas vous le confirmer officiellement mais je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Moi du coup j'avais un historique d'achat mais qui était pas énorme. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos si ça vous intéresse, je vous mets les vidéos dans le petit ici. Mais au moins quand je suis arrivée la première fois pour mon premier rendez-vous, j'avais déjà quelques articles dans mon historique d'achat. Je pense que en vrai le circuit le plus classique ce serait d'acheter quelques articles, même si moi je l'ai pas fait donc je vous conseille quelque chose que je n'ai jamais fait, mais je pense que si tu veux aller plus vite et que tu as le budget, le mieux c'est d'acheter quelques articles, genre je sais pas moi, un Twilly, 2-3 articles comme ça. Je pense sincèrement qu'en achetant des articles, tu peux avoir un rendez-vous plus vite. Ce qui m'amène justement à la deuxième étape, c'est le fameux rendez-vous. Donc en tout cas à Paris, si t'habites à Paris, il te faut un rendez-vous. Faut savoir que chez Hermès, normalement, si tu veux acheter de la maroquinerie, tu dois passer par un système de rendez-vous. Ça je pense que vous le savez, je vais pas rentrer dans les grandes lignes parce que je veux pas que la vidéo soit trop redondante. Et forcément la question que tout le monde se pose, est-ce que le système de rendez-vous est vraiment aléatoire? Parce que en fait Hermès, eux, ils disent quoi? Que c'est aléatoire. Quand tu vas en boutique, ils te disent ah oui, on a plus de 10 000 demandes par jour, donc c'est fait de manière aléatoire et tout. Selon moi, c'est pas si aléatoire que ça parce que moi ma chance c'est que du coup j'ai des centaines de DM par jour qui me parlent des expériences Hermès et quand je vois certains messages je me dis le système de rendez-vous n'est peut-être pas si aléatoire que ça, c'est peut-être un algorithme qui se base sur les achats. Ça c'est juste de la spéculation, rien n'est sûr. C'est vrai que quand je vois les messages de personnes qui me disent ah j'arrivais pas du tout à avoir rendez-vous et puis j'ai acheté quelques trucs la semaine d'avant et là maintenant j'ai eu rendez-vous, donc je me dis soit il y a un algorithme qui se base sur tes achats, soit il y a quelqu'un, il y a des personnes
personne par boutique qui sélectionne les profils, tout simplement parce que je recevais moi mes mails de refus à des heures différentes. Je trouvais ça bizarre qu'un jour je vais le recevoir à 21h, l'autre jour je reçois à 22h30. Je trouve ça bizarre si c'est automatique. Pourquoi les mails sont envoyés à des heures aussi décalées comme ça? C'est ce que je trouve très très bizarre. Je reçois souvent des DM qui me disent oui, j'arrivais pas à avoir de rendez-vous, j'ai acheté, j'ai eu rendez-vous. Et moi quand on prend mon cas, ça m'est arrivé aussi, je n'arrivais pas à avoir de rendez-vous. J'avais réussi à avoir une commande à la carte à Lille et le premier essai que j'ai fait quelques mois après avoir eu ma commande à la carte, j'ai réussi à avoir rendez-vous et surtout ma conseillère de vente m'a proposé exactement le sac que je voulais. J'ai demandé exactement celui-ci. Je sais qu'il y a d'autres villes où ça se passe différemment, même d'autres villes françaises où ça se passe différemment. À Lille par exemple, où j'ai eu ma commande à la carte, tu arrives dans la boutique et tu fais une liste de souhaits. Eux ils ont une liste d'attente et en fonction de la liste d'attente, imaginons il y a 10 personnes qui veulent un Birkin Gold, à chaque fois qu'un Birkin Gold va arriver, ils vont faire par liste dans leur liste d'attente. Il y a aussi d'autres villes où j'ai l'impression que c'est que des commandes à la carte en fait. Dès qu'un client demande un sac, il est fait sur mesure pour eux. Ça, j'ai eu beaucoup ça dans des commentaires TikTok, de gens qui travaillaient en atelier pour d'autres villes et qui disaient que les sacs étaient souvent faits sur mesure pour les clients. Donc en fait c'est vraiment différent partout. Pour revenir sur le système de rendez-vous à Paris, il y a un truc aussi à savoir et qui simplifie énormément les choses, c'est que une fois que tu as eu un rendez-vous, par exemple moi j'ai eu un rendez-vous pour ce sac là, ce n'est pas ma commande à la carte, c'est un sac que j'ai eu à Paris en prenant rendez-vous. Une fois que j'ai eu donc ce rendez-vous, la conseillère de vente m'a donné sa carte et du coup maintenant à chaque fois que je voudrais acheter un sac, je peux directement envoyer un mail ou un SMS à ma conseillère de vente et du coup prendre rendez-vous directement avec elle. Moi dans mon cas, tant que ma conseillère de vente elle travaille toujours au Hermès de Sèvres, je peux passer directement par elle. Pareil pour ma conseillère de vente de Lille qui s'occupe de ma commande à la carte. Maintenant j'ai ses coordonnées, donc dès que j'ai besoin d'acheter quelque chose, je passe directement par elle. C'est super important aussi de créer une relation avec son conseiller de vente. Tu vas te dire mais en fait c'est le monde à l'envers, ouais, Hermès, leur stratégie marketing, ils ont réussi un peu à inverser le système du client est roi. Là c'est plus le conseiller de vente qui est roi et c'est le conseiller de vente qui décide un peu à qui il donne les sacs, etc. Ou le manager de boutique, mais voilà. À savoir un truc que je ne savais pas, c'est que le conseiller de vente peut ne pas te donner ses coordonnées. La plupart du temps ils trouvent une excuse style ils ont pas de carte ou qu'ils peuvent pas donner tes coordonnées. Et je sais que j'en parlais avec certaines d'entre vous qui m'avaient dit qu'elles n'avaient pas osé demander les coordonnées de leur conseiller de vente et maintenant qu'elles veulent un deuxième sac, elles sont obligées de passer par le système de rendez-vous. C'est ça qui est embêtant. En tout cas la plupart du temps si tu as eu un bon feeling avec ton conseiller de vente et s'il n'est pas overbooké de clients, bah, normalement il va te donner ses coordonnées, tu pourras passer par lui dès que tu voudras acheter un nouveau sac. Tout en sachant qu'il faut 6 mois d'écart entre chaque sac. Et c'est d'ailleurs pour ça moi que j'ai pris mon Kelly Box. Je l'ai pris de seconde main, je l'ai pris chez Collector Square. Il est incroyable ce sac. J'ai fait une vidéo où je compare mon Birkin et mon Kelly, je te la mets dans le petit ici. Parce que moi j'ai ma commande à la carte et j'ai ce sac là du coup. Donc j'ai pas le droit de prendre un autre sac. Donc je me suis dit tant qu'à faire et tout en sachant qu'il était moins cher qu'en boutique puisqu'il est vieux. Ça se voit pas à la caméra parce que je filme pas mal en éclairage artificiel. Mais là comme c'est la lumière naturelle normalement vous verrez. Hein, il a des rayures et tout. Enfin, mais quand tu regardes c'est normal que je l'ai payé moins cher parce que il a vécu tu vois. Ok, donc maintenant que tu as réussi à demander pour le sac, tu as eu ton rendez-vous, tu vas arriver au rendez-vous et tu vas sûrement me demander, bah Jessie, comment on fait pour préparer le rendez-vous? Je pense effectivement qu'il y a des choses à ne pas dire. Par exemple, il y en a une dernièrement qui m'a DM, c'est son deuxième sac et le premier elle l'avait vendu. Et quand le conseiller de vente lui a dit ah et du coup le premier est-ce que vous l'aviez aimé? Elle avait dit ah non je l'ai vendu, je l'aimais pas au final. Et elle me dit ouais j'ai pas eu de sac la deuxième fois, est-ce que tu penses que c'est lié? Bien sûr que c'est lié, il va pas te dire ah bah non t'es blacklisté, je te donne pas de sac. Effectivement même si tu fais ce que tu veux, t'as le droit de le vendre et tout. Chez eux c'est leur politique, c'est comme ça, c'est officieux, mais tu le sais que t'es pas censé revendre leur sac parce qu'ils prennent une cote de ouf et toi-même tu le sais que ton sac tu vas toujours le revendre plus cher que tu l'achètes. Donc du coup voilà, c'est pas des choses à dire. Autre chose qui est une stratégie à ne surtout pas adopter, les gens qui ont peur d'être trop spécifiques et ils se disent si je donne ma liste de souhaits que je veux vraiment, je risque de passer à côté d'un autre modèle que je vais trouver trop beau. On te donne pas un livret, tenez voici toutes les couleurs qu'on a chez nous, sauf si tu fais une commande à la carte. C'est vrai que tu peux te dire ah mince j'ai pas envie de me limiter, mais moi je pense que le mieux c'est d'être vraiment sûr de toi parce que quand t'es pas sûr de ce que tu veux, eux ils se disent que t'es un revendeur parce que les revendeurs eux ils s'en fichent. Ils ont une liste d'instructions. Par exemple, ramène-moi juste un Birkin exotique, un Birkin Togo. Généralement les trucs sont pas hyper spécifiques parce qu'ils savent très bien que peu importe la couleur du sac, ils vont le revendre le double du prix. Donc du coup le mieux c'est d'arriver vraiment avec exactement ce que tu veux, prendre le temps, peut-être aller plusieurs fois en boutique, rechercher sur internet, regarder sur YouTube, sur TikTok. Maintenant il y a de plus en plus de unboxing Hermès, donc vraiment prendre le temps et chercher la couleur qui te plaît. Une fois que tu as donné ta wishlist au conseiller de vente et qui part maintenant faire son cérémonial dans les stocks même quand il n'y a pas de sac, une interrogation qui revient souvent c'est est-ce que le sac
il est choisi du coup à la tête du client. J'ai pas du tout de insight, je sais pas si c'est vrai ou pas. Je pense pas qu'il se base sur des critères de couleur de peau, de type de cheveux, mais je pense qu'il se base plus sur des critères de style. Parce que comment on explique que toutes les clientes Hermès ont le même style en vrai. J'ai jamais vu un Birkin sur un profil par exemple emo girl, gothique, etc. ou sur une personne qui s'habille très streetwear. Enfin, vous me direz si vous avez vu, mais en tout cas c'est moins courant. Moi quand je tape Birkin sur les réseaux sociaux, je vois toujours des personnes qui ont un peu le même style. Je pense qu'il y a des petits critères stylistiques. J'ai pas du tout l'impression qu'il y ait des critères ratios puisque clairement sinon je serais complètement desservie et pour le coup j'ai quand même une commande à la carte et ce sac là donc on serait quand même gros quoi, mais je pense qu'il y a des petits critères de style. Alors on peut en penser ce qu'on veut mais ils arrivent à passer entre les mailles du filet, je sais pas comment, ou peut-être c'est parce qu'on a ce style là qu'on s'intéresse à ce sac là aussi, on peut réinverser la situation. Je sais aussi que les touristes ont souvent plus de chances d'avoir un sac tout simplement parce que ils se disent que les touristes auront moins le temps de jouer le jeu, c'est-à-dire essayer d'acheter des trucs à gauche à droite parce qu'ils sont souvent là pour une courte période. Donc je sais que les touristes souvent quand ils viennent en boutique on les arrange. Malheureusement les touristes sont prioritaires je trouve sur les clients locaux. Je donne même un exemple, moi l'an dernier quand j'essayais d'acheter un sac, j'ai essayé à quasiment toutes les saisons. En août ils m'ont dit on n'a pas de stock. Du coup j'ai demandé à je crois un responsable qui passait par là. Je lui ai dit quand est-ce que j'aurais plus de chance d'en avoir un parce que j'ai pas envie de revenir tous les jours, j'ai pas envie de vous embêter, je sais que ça peut être redondant pour vous. Il m'a dit revenez à la rentrée, il y aura plus de stock, ce sera plus simple. Je suis revenue à la rentrée, qu'est-ce qu'ils me disent à l'entrée de la boutique? Ah oui mais c'est la rentrée des Qataris donc forcément les boutiques sont remplies, il y a moins de rendez-vous. Encore une fois, je trouvais ça super dommage que ce soit les touristes qui soient prioritaires sur la clientèle locale. Même si je sais que les Qataris dépenseront bien plus que moi qui viens acheter juste un sac. Mais je trouvais ça dommage. Aussi, pendant le rendez-vous, est-ce qu'on a le droit de refuser un sac? Parce qu'effectivement, si tu veux acheter un Birkin ou un Kelly, forcément t'as fait des petites recherches et tout. Et t'as pu voir notamment sur internet par rapport aux Américains qui disaient qu'il ne faut jamais refuser un sac sinon t'es blacklisté et tout. Moi, de ce que j'ai entendu en France, pas du tout. C'est pas du tout le cas. En tout cas, si tu viens acheter à Paris et dans les boutiques françaises en général, bien sûr que tu peux refuser un sac et tu te feras pas blacklister. Moi j'ai refusé un Constance Gold qui est quand même l'un des sacs qui est très recherché par énormément de personnes, et d'ailleurs les conseillers de vente ils préfèrent un client qui est sûr de ce qu'il veut plutôt qu'un client qui va accepter tout et n'importe quoi, et c'est même mieux en fait. Ton argent il est difficile à gagner, donc non, tu vas pas acheter un sac juste parce que tu as peur de te faire blacklister. Maintenant on va parler de toute la partie VIP, influenceurs, personnalité et tout, parce que c'est vrai que cette partie elle suscite aussi beaucoup d'intérêt et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions genre est-ce que on a un traitement de faveur quand on est connu, est-ce que tu as des célébrités qui ont des traitements de faveur, et aussi toute la partie télé-réalité et tout. Déjà concernant le favoritisme par rapport aux influenceurs, j'ai jamais vu aucune collaboration avec des influenceurs. Par contre je pense que dans un sens ils aiment bien aussi cette hype que créent les influenceurs. Je pense pas qu'il y ait de directive de Hermès qui dit ok ça c'est un influenceur, donne-lui un sac et tout. Je pense plus que si un conseiller de vente reconnaît un influenceur, ça va être peut-être plus simple pour lui de vendre le sac parce qu'il sait que cet influenceur est un influenceur mode. Donc est-ce qu'il y a du favoritisme par rapport aux influenceurs? Je pense pas, mais est-ce que cette image que les influenceurs luxe en tout cas rapportent à Hermès, est-ce que ça plaît entre guillemets? Je pense. Là pour le coup on parle bien des influenceurs luxe, on parle pas des influenceurs télé-réalité, et d'ailleurs les influenceurs télé-réalité, je vais y venir. J'ai eu beaucoup d'interrogations concernant Hermès et la télé-réalité, comment ça se fait que les gens de télé-réalité aient autant de Birkin alors que Hermès veut préserver une image de marque, etc. Moi je connais une fille qui a fait une télé-réalité qui est quand même assez connue. Elle en a fait qu'une, mais avant de faire justement cette télé-réalité, elle avait un compte Instagram qui était très mode, très luxe, et elle me disait que beaucoup de candidats de télé-réalité ont des faux sac Hermès et que ça les dérange pas du tout. Ça m'a pas mal étonnée parce que je sais que pour la plupart ils sont quand même très aisés financièrement. En tout cas les grosses têtes sont souvent millionnaires. Je soutiens pas ce business là mais je comprends pourquoi ils sont obligés d'en acheter des faux, parce que je pense qu'on refuse de leur vendre en boutique parisienne. Et moi du coup ma théorie, mise à part l'histoire de faux, parce que je pense pas que tous ils en achètent des faux, comme la majorité vit à Dubaï ils sont pas forcément aussi connus qu'à Paris et en France. Quand on est millionnaire on peut dépenser, ils achètent forcément du prêt-à-porter ou des choses comme ça dans la boutique, ils deviennent VIP et c'est plus simple pour eux d'avoir accès au Birkin et au Kelly. Moi c'était mes deux suppositions. Il y a aussi les personal shoppers, ça j'en avais parlé dans une autre vidéo, et le personal shopper du coup il peut te trouver un article qui est assez difficile à avoir comme un Birkin, mais c'est juste qu'il va coûter le double du prix. Aussi un truc à savoir, c'est que chez Hermès les clients VIP c'est pas exactement comme les clients VIP des autres boutiques. En fait chez Hermès je crois que le responsable de la clientèle VIP c'est Michael Coste il me semble. Du coup lui il s'occupe vraiment des clients VIP qui deviennent un peu des célébrités.
célébrités. Et même lui, le responsable de la clientèle VIP, il est devenu un peu une célébrité. Il a un compte Instagram et tout, je vous mettrai. Et c'est un peu un goal pour les fans d'Hermès de faire une photo avec lui et tout. Pareil, Hermès a réussi à un peu inverser la tendance. Et c'est limite les clients qui sont plus contents de faire une photo avec le responsable des clients VIP que l'inverse. Les clients VIP, en fait, ils n'ont pas autant de privilèges qu'un client VIP classique. Par exemple, un client VIP chez Chanel, il n'a pas à faire la queue, il appelle son conseiller directement. S'il veut un sac classique d'une couleur spécifique, il peut le commander en avant-première, il est réservé, dès qu'il arrive, il est envoyé pour lui. Alors que chez Hermès, c'est pas exactement pareil. Je sais qu'il y a des célébrités, par exemple, qui doivent passer, elles aussi, par ce circuit de loterie et compagnie. Donc c'est assez compliqué. Donc oui, les célébrités ont des avantages chez Hermès, comme chez toutes les maisons de luxe, mais c'est pour vous dire que même avec les célébrités, il y a un circuit qui est différent. Et vous me demandiez, oui, comment font Kim Kardashian, Kylie Jenner, etc. Là, bien évidemment, je pense qu'il y a forcément des personnel shoppers derrière, mais il y a aussi le fait qu'elles ont quand même une belle image aux États-Unis. Kylie Jenner, c'est quand même la sœur de Kendall Jenner, qui travaille dans la mode, qui fait des défilés, etc. Kim Kardashian, elle travaille avec Olivier Rousteing et Balmain. Donc même si nous on a cette image en France de télé-réalité, aux États-Unis, elles ont quand même une très belle image de businesswoman. Donc en boutique, forcément que ce serait beaucoup plus facile pour elles d'avoir un sac. On va passer au dernier sujet, je pense, qui est quand même assez intéressant. C'est tout l'aspect revente, achat-revente, les revendeurs, etc. Parce qu'en gros, tout l'espèce de game qui s'est créé autour d'Hermès, il est un peu basé sur justement la revente des sacs. Parce que quand tu achètes un Birkin ou un Kelly directement en boutique, il se revend le double du prix. En fait, les prix que tu vois sur internet, c'est pas du tout les prix que tu trouves en boutique. D'ailleurs, Chanel a eu une hausse des prix qui fait que les sacs Chanel sont plus chers que les Birkin. Or, quand on voit quelqu'un qui porte un Birkin, directement on se dit oh, ça doit coûter des milliers d'euros, alors que c'est moins cher qu'un sac Chanel à l'heure actuelle. Mais du coup, comme ce sont des sacs qui sont assez rares et difficiles à avoir, du coup il y a des marchés parallèles qui se créent. Donc il y a plusieurs types de marchés. On a par exemple des anciens employés Hermès qui eux ont créé tout un business en fait, en récupérant des matériaux chez Hermès, etc., et en utilisant leur expertise Hermès pour vendre des faux Birkin, donc des sacs qu'ils avaient fait eux-mêmes dans leurs ateliers, mais qui n'étaient même pas faits en France. Tout ça a été fait en Chine, et du coup forcément Hermès les a attaqués en procès, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point l'appât du gain est fort, même pour les employés de l'entreprise, parce que même eux sont capables de créer des business comme ça. Donc c'est pour ça qu'Hermès fait super attention à qui ils recrutent et à qui aussi ils vendent les sacs, parce qu'il y a tous ces business parallèles. Deuxième business, ce sont les étudiants d'acting qui viennent se faire passer pour de riches héritiers pour acheter des sacs, parce que c'est plus facile quand t'as l'air d'être un riche héritier chez Hermès, je suppose. Et au final, les sacs sont revendus dans des réseaux. Les réseaux se font vraiment des milliers et des milliers, enfin des millions, on va parler en millions, des millions d'euros. Donc il y a un très fort appât du gain. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile d'avoir les sacs, et je sais que les conseillers de vente, ils sont formés justement à ça, et c'est pour ça que quand tu as un rendez-vous chez Hermès, ça se transforme limite un peu comme un rendez-vous pro, un peu comme une interview. Quand un client vient en boutique, il a un profil, son profil est étudié, ils font leur petite recherche sur toi en fait. Quand ils vont à l'arrière, ils regardent un petit peu qui est la personne. En vrai, ils sont un peu obligés, parce qu'au final, quand tu achètes ce sac là, tu sais que c'est un investissement. Même si Hermès ne fait pas de très grosses hausses des prix, ils haussent leur prix seulement de 100 € par an. Franchement, c'est limite ridicule quand on voit Chanel qui eux augmentent leur prix de 2000 € tous les 6 mois. Mais tu sais que la plus-value, elle ne fait qu'augmenter, parce qu'ils sont de plus en plus rares. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'il y a autant d'étapes pour avoir un sac. Du coup voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez aussi d'autres petits tips ou d'autres petites choses que j'ai pas forcément dit dans la vidéo. J'ai essayé de faire un petit tour panoramique complet, de vous donner des conseils, en même temps vous parler des coulisses et de ce que je sais. Moi ce que j'en pense de ce game, il y a un aspect qui est assez injuste, parce que du coup tu te dis mais comment Hermès ils arrivent à choisir les clients à qui ils vendent leurs sacs sans se faire coller de procès pour pouvoir vendre un sac. Ils arrivent à passer entre les mailles du filet, parce que je n'ai jamais entendu personne faire un procès à Hermès parce qu'ils n'ont pas vendu de sac. Donc je trouve ça assez fascinant, mais c'est vrai qu'il y a ce côté assez injuste. Mais dans un autre sens, si tu veux acheter ce sac là, c'est que tu sais aussi la plus-value que ça peut avoir. Du coup voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, et me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous, et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.